Bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Donc ce soir, deuxième séance de débat manège organisée par la maréchalerie, dédiée cette année au projet Les Autres, conçu par Jérôme Poré, qui est à mes côtés, que je vous présente pour ceux qui n'ont pas encore rencontré à l'école. Jérôme Poré, qui est plasticien et musicien, que certains d'entre vous connaissent. Il a une histoire ici à l'école d'architecture, puisqu'il a été invité à plusieurs reprises par Gilles Pathé, qui est présent à nos côtés d'ailleurs, dans le contexte donc de son studio son et architecture. Ce soir, c'est une nouvelle occasion d'en connaître davantage sur la genèse de ce projet. Un projet qui nous emmène dans des correspondances entre architecture et sciences occultes, à partir de l'histoire de Sarah Winchester. Jérôme va vous expliquer tout cela. Cette femme incroyable, qui est en tout cas une histoire assez insensée, qui se déploie dans un contexte économique, sociologique, politique des États-Unis, dans la seconde moitié du 19e siècle. Un contexte plutôt mouvant, c'est le moins qu'on puisse dire. Jérôme va vous raconter également tout cela. Le projet Les Autres se déploie en plusieurs formes. Déjà une exposition que vous pouvez découvrir à la maréchalerie. En tout cas, nous vous y invitons ce soir à l'issue du débat, qui est présenté ensuite au Centre d'Art jusqu'au 15 décembre. Et c'est un projet ensuite qui se déploie à travers un programme d'événements, de rencontres, de débats, de concerts, de performances, qui associe un certain nombre d'invités qui sont en quelque sorte autant d'apparitions dans le projet de Jérôme, en tout cas des apparitions qui sont véritablement constitutives de cette proposition artistique. Donc parmi ce programme d'événements, ces deux débats manèges, il y a 3 semaines, nous nous sommes retrouvés autour d'une première séance sur la question du territoire de l'anthologie. Il s'agissait de parler d'espace domestique et de domotique spirit. Nous étions avec Philippe Baudouin, Stéphanie Sauger, Olivier Morvan aux côtés de Jérôme. Et ce soir, une seconde séance sur l'inconscient de la maison avec 3 invités que je remercie de leur présence. Alice Laguarda, qui est architecte, Anne Guillaume, artiste, Renaud Évrard, psychologue, que Jérôme présentera plus avant, je pense, tout à l'heure. Le projet est également aussi l'occasion de développer des interventions artistiques au sein même de l'exposition de Jérôme Poré. Jusqu'à hier, nous avons ainsi accueilli le travail de Guillaume Constantin, qui nous a fait part d'une proposition artistique sur l'inconnu de la scène. Et ce soir, à partir de 20h, donc à l'issue du débat, nous vous proposons de nous retrouver autour de Anne Guillaume et d'une proposition qu'elle formule sous forme d'une vidéo expérimentale qui fait écho au récit de Jérôme Poré. Voilà un petit peu pour la mise en situation. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Si vous dire aussi qu'il y aura une séance importante en finissage de l'exposition le 14 décembre. Enfin, l'expo dure jusqu'au 15, mais le samedi 14 décembre à partir de 15h aura lieu un concert performance réalisé par Jérôme Poré, accompagné de Marie Liesel, hypnotiste, et d'invités musiciens choisis par Jérôme. Vous y êtes tous conviés si vous le souhaitez. Il faut juste s'inscrire en passant par l'adresse mail ou le bureau du Centre d'Art Contemporain. Voilà, donc d'immenses remerciements à nos invités ce soir, sincères, à Jérôme pour ce projet et ces récits vers lesquels tu nous emmènes et qui parlent de ces espaces affectés de différentes strates de mémoire. Et puis un remerciement aussi à l'un de nos partenaires qui accompagne le projet, je pense à Nemo, qui est ce Festival international des arts numériques qui développe un programme artistique sur Paris-Île-de-France jusqu'au mois de février, je crois, et qui associe le travail de Jérôme Poré, en tout cas ce projet Les Autres. Et je pense en particulier à Gilles Alvarez et Dominique Moulon qui ont soutenu Jérôme, notamment dans le programme d'événements. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, mais c'était juste une mise en situation. À toi, Jérôme, à vous. Bonsoir, je ne sais pas si vous étiez venu il y a 3 semaines. Il y en a beaucoup, vous étiez là? Bon, ben voilà, donc vous allez avoir la suite de l'histoire.
Pour ceux qui la découvrent, je vais faire très bref sur 5-6 minutes. Le reste, c'est à découvrir évidemment à l'exposition. Mais en gros, tout tourne autour d'une femme qui s'appelle Sarah Winchester, qui a vécu de 1834 à 1922 et qui a eu une histoire assez tragique, personnelle, puisqu'elle a à la fois perdu son mari, son beau-père et son enfant quasiment à la suite des uns et des autres, mais en se retrouvant en même temps légataire d'une fortune colossale liée à cette famille, Winchester, parce que ce nom est lié à une entreprise d'armement. Ils ont créé un fusil qui est quasiment semi-automatique, et cette arme en fait va littéralement accompagner la conquête des États-Unis, qui ne sont pas encore les États-Unis, donc de l'Amérique, et en même temps que le télégraphe et la locomotive. Donc ça va être un des instruments de mort, évidemment, qui va avoir vraiment une répercussion très importante dans cette période-là, avec ce fameux fusil qu'on va retrouver, qui est un peu une espèce d'objet un peu mythique qu'on retrouve dans les films de western. Et elle se retrouve donc légataire de cette fortune. Ça a fait d'elle la première milliardaire au monde, voilà, à partir de 1864. Et elle se trouve évidemment à la fois dans une tragédie personnelle absolue de cette perte, dans un moment où on va découvrir et va commencer à se mettre en place ce qu'on va appeler le spiritualisme aux États-Unis et le spiritisme en Europe. Ça arrive aux États-Unis et pour ainsi dire, c'est pas du tout un hasard, hein, parce qu'il faut bien imaginer que cette nouvelle croyance qui est quelque part laïcisée, hein, on n'est pas du tout dans un phénomène de croyance religieuse, hein, ce n'est pas lié à une église, ce n'est pas lié à une confédération de cet ordre-là, c'est plutôt une forme de nouvelle de pensée en fait, et de croire à un au-delà. Cet au-delà n'est pas défini par rapport à ces principes-là, mais il est plutôt un ailleurs, dans lequel en fait qui est habité par des entités. Et ce qu'il faut imaginer, c'est qu'à cette époque-là, c'est un siècle profondément dur, violent, rapide, et émergent ces nouvelles croyances qui sont aussi très très liées avec les premières guerres, entre autres la guerre de sécession, puisqu'on va avoir cette guerre qui est une guerre avant tout industrielle. On va voir apparaître de nouvelles formes d'instruments de mort, où on ne tire plus en ciblant sa cible, mais en tirant dans le tas, on massacre. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va voir de nouveaux médias et de nouveaux médiums qui vont apparaître et qui vont constater aussi ces éléments-là. Donc les journaux, et bien évidemment, qui vont commencer à être imprimés en grande quantité. Et évidemment, vous pouvez imaginer qu'à l'époque, tout était en noir et blanc, donc on a beau être gris ou bleu, de toute façon, sur le papier, ça fait du noir et du blanc. Donc de toute façon, les premières photographies qui vont apparaître de ces massacres, donc principalement, c'était la bataille de Gettysburg, qui va faire un peu l'effet du 11 septembre, ou nous du Bataclan. Il faut imaginer en fait des images en fait d'un champ de bataille rempli de cadavres. Personne n'avait vu ça de sa vie. Il faut imaginer que les armes qui étaient employées, donc qui massacraient, qui blessaient énormément, des blessures qu'on ne se remettait pas, on mourait souvent de ces blessures, fait qu'on va avoir un phénomène de guerre qui va endeuiller beaucoup de familles et qui ne vont pas réussir évidemment à faire le deuil de leurs enfants, la plupart, hein, c'est des jeunes gens. Et donc ces familles n'ont pas retrouvé le corps, puisque souvent ils étaient arrachés, déchiquetés, ils finissaient dans des fosses communes. Donc il faut imaginer que voilà, on est dans un pays qui est en train de se construire et qui va avoir comme ça une forme d'impasse, d'oubli, de vide, qu'il va falloir très rapidement en fait accompagner. Le spiritisme va aider ça. Et évidemment, l'autre élément, ce sont les Indiens, les animaux, qui vont être tués, massacrés, parce qu'on parle de génocide, par ces mêmes armes, qui sont de plus en plus sophistiquées. Le spiritisme va être aussi une forme de réponse ou de questionnement par rapport à ça, puisqu'il se trouve que ces peuples sont animistes, donc croient aux esprits. Ils croient qu'effectivement, tous les objets autour d'eux ont une âme et ont un esprit. Donc ça n'arrive pas par hasard. Sarah Winchester va se retrouver au milieu de tout ça, et on va, à l'époque, beaucoup consulter des médiums. Il y avait un médium pour 10 000 personnes, donc ça faisait quand même beaucoup de médiums. Et
ce médium va lui dire, écoutez, madame, ce qui vous arrive, c'est absolument normal. Vous avez une malédiction sur vous. Vous êtes envahi par les esprits des personnes ou des animaux tués par les caramines de votre famille. Donc on va dire que ça fait beaucoup de monde. Cette personne lui a dit aussi que vous devez créer, construire une maison pour les accueillir et en même temps vous protéger d'eux. Donc à la fois créer une hospitalité et en même temps un endroit qui soit comme une espèce de prison. Évidemment, elle va prendre ça au premier degré, dans tout son drame qu'elle vit, elle, à sa façon. Et elle va s'en emparer, elle va partir à Saint-Rossé. Donc, pour ceux qui ont vu la semaine dernière cette fameuse image de cette petite ville qui est devenue en fait le centre de la Silicon Valley. Donc, on croit que voilà, il n'y a pas de hasard non plus. Elle va dans cet endroit, elle commence à construire cette maison, dans laquelle c'est là où moi j'ai trouvé sa réponse à sa façon de se soigner ou d'essayer de polariser en fait son malheur, que je trouve assez beau, c'est que elle décide, pour construire cette maison, de faire appel aux esprits. Donc on pense qu'elle a dû se mettre dans une forme d'auto-hypnose, et elle sortait des plans. Donc ces plans lui ont permis, en fait, évidemment, si on lui disait de construire de certaine façon, elle faisait évidemment l'inverse pour essayer de piéger et d'évincer ces esprits en question. Cette maison existe toujours, en grande partie, une partie qui a été détruite en 1906 avec le tremblement de terre de San Francisco, mais elle est visitable et c'est aussi une mémoire à l'américaine, c'est-à-dire on en fait un parc d'attractions. Et ça dès 1930. Elle meurt en 1922. 1950, les premières télévisions américaines vont s'en emparer pour en faire le fond de plusieurs émissions à l'intérieur de ce canal. Donc de tout temps, elle va à la fois cristalliser, imprimer, à la fois un récit à l'américaine, à la fois un récit d'instruments, de projections liés à cette hantise. La semaine dernière, il y a 3 semaines, en fait, mes invités, mes hôtes, qui font aussi partie de ce projet, comme ça, qui grandit, qui couche par couche, plusieurs voix, plusieurs détachements, plusieurs façons d'aborder en fait cette question-là. Il y a 3 semaines, on était plutôt sur le pouvoir de cette maison autour de cette femme, précisément. Là, cette fois-ci, j'avais envie qu'on regarde ça sur le prisme plutôt du côté de l'esprit, en fait. C'est presque prendre sur cette maison de cet inconscient, de cette espèce d'espace habité par l'esprit de cette femme, et imaginer comment elle-même pouvait être dans un récit plus large de la représentation et de la projection. Et donc ce soir, Renaud Evrard, qui est donc psychanalyste, psychologue et enseignant, Anne Guillaume, qui est artiste et chercheuse, et Alice Laguarda, qui est architecte et historienne. Voilà. Donc on va vivre avec ces 3 personnes un autre moyen, une autre fenêtre sur cette histoire qui va vous raconter une autre manière d'appréhender la hantise. On va commencer donc avec Renaud Evrard dans un premier temps. Merci Jérôme. Donc bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce que je devrais partir précipitamment d'ici 1 heure. Mais bon, j'ai prévu de hanter ces lieux en mon absence. Pourquoi un psychologue universitaire travaille sur des sujets comme les fantômes ? Tout simplement parce que c'est une donnée réelle. C'est quelque chose qui existe au moins, au minimum, comme point de départ, au sens où cette expérience, elle est faite par énormément de gens. On compte, il y a un récent sondage de Science et Vie qui donnait 1 Français sur 7. Et c'est l'expérience paranormale, en fait, la plus courante parmi toutes les expériences paranormales. Donc on peut se dire qu'un Français sur 7, il y a des gens qui ne sont pas là par hasard dans cette salle, déjà à côté de moi. On peut même vous trouver du coup plein de travaux de sociologues, de psychologues sur ce type d'expérience. Je vais même vous lire une définition scientifique. Expérience subjective d'une rencontre avec un être qui n'est pas physiquement présent et qui ne communique pas par les moyens usuels. Voilà. Donc on peut tout définir dans le monde universitaire. Là, ça correspond à des
des expériences assez différentes. On peut avoir effectivement des apparitions, des choses qu'on peut voir, mais qui ne sont pas forcément dans une maison. On peut avoir des hantises de lieux, des phénomènes d'hantises de personnes, c'est-à-dire que c'est les personnes, peu importe où elles sont, qui sont suivies par des entités, ou de la médiumnité, des gens qui vont pratiquer de façon volontaire ou involontaire des tentatives de communication avec des défunts. Et donc les chercheurs plutôt anglo-saxons américains parlent de Entity Encounter Experience, les expériences de rencontre avec des entités, et c'est il y a tout un champ de psychologie là-dessus qui correspond en fait à ce qu'on va appeler globalement les expériences exceptionnelles, hein, c'est le nom académique qu'on va donner à tous ces sujets, qui vont se situer dans l'environnement, dans les anomalies, dans la représentation qu'on se fait de la façon dont le monde fonctionne. Et donc ces expériences, on les étudie depuis peu, mais on les connaît depuis très longtemps. Elles sont présentes dans toutes les cultures, à toutes les époques. Je peux vous conseiller un petit livre qui est assez rigolo, c'est Paranormal Antiquity, qui est fait par Catherine Schneider, qui est une antiquisante, et qui montre, en utilisant tous les grands textes grecs ou de l'Antiquité, etc., romaine, qu'on va trouver les choses qu'on voit aujourd'hui à la télé dans nos séries sont déjà connues, le loup-garou, le vampire, le fantôme avec les chaînes, etc. Ça fait très longtemps. Et on a des exemples plus récents avec le fantastique qui reprend avec le Horla de Maupassant, par exemple. Mais malgré tout, cet abord culturel, cet abord artistique, il y a eu un gros frein sur le plan scientifique. Et on peut presque reprendre la citation de la marquise du Défend qui disait « Je ne crois pas aux fantômes, mais j'en ai peur ». Donc on a cette attitude scientifique un petit peu étrange, avec des gens même comme Sigmund Freud, hein, qui va dire que la maison hantée, c'est effectivement l'exemple le plus intéressant de ce qu'il appelle l'inquiétante étrangeté, la façon dont le familier peut parfois prendre vie et devenir étranger pour nous, inquiétant. Mais il va dire on ne va pas en faire l'étude parce que dans ces cas-là, l'effroi se mêle beaucoup trop au récit et recouvre les récits et on n'arrive pas à faire le tri. Alors il va quand même y avoir des tentatives parce que Freud, c'est pas l'ensemble de la psychologie. Il va y avoir, notamment au tournant du XXe siècle, un ensemble de recherches portant sur des adolescents qui seraient peut-être, au cours de leur crise, sujets à des dégagements d'énergie extraordinaires, et qui expliquerait d'une façon ou d'une autre la hantise. Et parfois, ce dégagement d'énergie va de pair avec des tentatives pour attirer l'attention, des tentatives qui sont parfois frauduleuses. Et du coup, il y a eu toute une sorte de montage un peu étrange où on a mythifié presque cette idée que la crise d'adolescence et les phénomènes de hantise étaient liés. Ça a devenu ensuite plus tard l'Exorciste ou Carrie en format artistique. Mais c'était une idée, c'est un mythe qui vit toujours parmi nous. Après, les recherches actuelles ne vont pas vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire on a fait passer une tonne de tests psychologiques et les adolescents ne sont pas plus sujets que les autres personnes de tout âge à ce type de phénomène. Alors comment on peut comprendre un peu mieux la chose? Je vais essayer de rentrer petit à petit dans le domaine un peu de l'architecture dont c'est le lieu aussi pour parler. Il y a eu un psychiatre dans les années 50 qui s'appelait Henri Faure, un psychiatre français, qui s'est rendu dans de nombreux cas de hantise. Parfois, les psys étaient appelés à la rescousse. Et il conclut, lui, que ça a très peu à voir avec la psychopathologie. Ces gens ne sont pas malades. Il y a parfois des suspicions de fraude, notamment pour avantager la spéculation immobilière. Mais en gros, c'est des personnes qui sont plutôt dignes de confiance, saines, mais qui se mettent à se croire hantées. Et alors, il va s'interroger plus précisément sur le rôle du lieu, comment les lieux vont influencer les perceptions imaginaires, les fantasmes, voire les hallucinations, notamment le fait que ces phénomènes semblent s'agripper à des endroits précis, par exemple de la demeure. Donc il va développer cette théorie selon laquelle chaque site, chaque lieu qu'on observe possède un contenu manifeste, c'est tel meuble, tel mur, etc., et également un contenu latent. C'est une idée que les psychanalystes ont repris, notamment Alberto Heger dans L'inconscient de la maison. Cette idée donc que ce contenu latent, cet arrière-plan invisible des espaces, serait personnalisé. Ce serait ce qu'il appelle des zones spatiales hallucinogènes. Hallucinogènes, c'est-à-dire favorisant des perceptions imaginaires. Et du coup, il va redéfinir la notion d'hallucination, qui est classiquement en psychiatrie
interprétée, définie comme une perception sans objet à percevoir. Et là, il va dire, mais non, en fait, c'est un mélange entre la perception de quelque chose de réel qui est co-construit avec quelque chose qui vient de la personne. Et donc, du coup, il y a ce croisement entre le fantôme et le décor réel du lieu. Ah, ça y est. Merci beaucoup, bravo. Et donc, du coup... Je m'en occupe, t'inquiète pas. Ils vont aller là-bas. Ils sont un peu à la bourre. Et donc voilà, il avait une élaboration de ce type-là, mais il ne s'est pas donné les moyens de tester son hypothèse. Il a fallu attendre un peu aussi dans les années 60, mais du côté américain, pour que des psychologues comme la professeure Gertrude Schmeiler mettent en place une expérience sur le terrain très concrète. Alors je vais vous la décrire et puis je vous commenterai ça après. Donc en fait, il y avait des gens qui disaient notre maison est hantée, toute une famille qui se plaignait d'avoir observé des choses. Et donc du coup, elle allait avec eux, puis elle a demandé à un architecte de faire un plan quadrillé de la demeure au 1/8. Puis après, elle a donné ce plan aux 3 membres de la famille qui pensaient vivre dans cette maison, et elle leur a demandé de marquer les endroits où les phénomènes de hantise s'étaient produits. Elle leur a également distribué des questionnaires permettant de décrire, avec une série d'adjectifs, la personnalité du fantôme, avec une série de verbes, les activités du fantôme, et avec des autres critères, le poids, l'âge, l'apparence physique du fantôme. Elle a comme ça obtenu une description avec 4 paramètres, la localisation, la personnalité, l'apparence physique et les activités. Puis après, elle leur a demandé de partir. Elle a fait une dernière contre-visite pour vérifier qu'ils n'avaient pas laissé des panneaux genre « le fantôme est ici » ou quoi que ce soit. Et ensuite, elle a demandé à des gens, médiums ou pas médiums, enfin voilà, de participer à l'expérience, d'entrer dans cette demeure, de la visiter aussi longtemps qu'ils voulaient, avec leur petit plan et avec leur même questionnaire. Ils devaient parler, faire écho à leur ressenti de cette demeure. Et les résultats étaient très étonnants parce que les personnes qui sont passées dans cette maison ont ressenti aux mêmes endroits les mêmes types de fantômes, avec le même type de personnalité, de tenue, etc. Pas tous, pas complètement, mais de façon statistiquement significative. Et cette expérience a été reproduite à quelques reprises, mais malheureusement avec un nombre de sujets beaucoup trop faible pour pouvoir conclure. Mais c'est une première tentative intéressante de quantification concrète du fantôme. Et donc, du coup, ça posait des questions de comment on interprète ça. Alors, bien sûr, on peut toujours aller vers l'hypothèse selon laquelle ces lieux étaient vraiment hantés et les personnes ont vraiment ressenti la présence effective d'entités sur place. Et d'autres ont pu penser que c'est peut-être d'autres facteurs, notamment les indices liés au décor. Le décor, je ne mets pas seulement la poussière sur les vieux tableaux, c'est la luminosité, le volume des espaces, la fraîcheur de la pièce, la ventilation, plein de paramètres comme ça de l'environnement physique. Alors cette étude a été reproduite plus récemment par d'autres psychologues en Angleterre, et sur des populations qui vont jusqu'à 700 sujets et qui ont confirmé totalement ce genre de choses. Quand on met des gens dans des endroits réputés hantés, en fait les gens vont vraiment avoir les mêmes types de sensations aux mêmes endroits, mais alors il y a plein de facteurs qui sont à l'étude, je dirais que ce n'est pas tout à fait fini de ce côté-là. Il y a des facteurs physiques, on va parler des champs magnétiques. Est-ce que ça peut jouer un rôle? Est-ce que des ondes sonores de basse fréquence, des infrasons, peuvent influencer le cerveau, produire des hallucinations? Est-ce que la radioactivité, même mineure, peut avoir un rôle? Tout ça, ce sont des variables avec lesquelles travaillent des psychologues. Donc des psychologues qui font aussi un petit peu finalement de la physique. Et ça va même un peu plus loin, ça intéresse les neuroscientifiques. Il y a 10 ans, dans la revue Cortex, l'équipe de Chris French de Londres, qui est encore une fois un professeur de psychologie, a créé dans un laboratoire une pièce hantée. Et donc il a eu 79 participants qui ont eu la chance de se rendre dans ce lieu. Alors cette pièce, c'est pas très grand, c'est silencieux, c'est vide, il n'y a pas de meubles. Les murs sont blancs, la température est plutôt fraîche. Et selon les groupes, de façon aléatoire, la pièce était soit baignée d'infrasons, soit de champs électromagnétiques assez complexes, soit les deux à la fois, soit aucun des deux. Et ensuite, on allait voir quelle était l'influence de l'une ou l'autre variable. Et au total, 80% des participants ont eu d'étranges ressentis, dont 9% qui furent véritablement terrorisés par cette expérience. Alors,
ils n'ont pas trouvé de corrélation avec ni les infrasons, ni les champs électromagnétiques, etc. Et l'explication qui était apportée par l'équipe de Chris French était plutôt, la part la plus importante était liée à la suggestion. Le fait de penser qu'on peut entrer dans un lieu hanté suffit généralement à solliciter cette chose en nous. Et du coup, il y a plein d'autres recherches publiées dans les revues de psychologie, aussi étonnant que ça puisse paraître, qui font des études en faisant une suggestion ou une autre à des sujets et en voyant à quel point ça influence leur entrée. On aurait pu faire ça à l'entrée en vous disant à la moitié des gens, vous savez, cet auditorium, voilà, hein. Et puis, on aurait bien vu à la sortie avec un questionnaire ce que ça aurait changé. Le fait aussi d'avoir une croyance au préalable au paranormal est un des facteurs qui joue beaucoup. Et puis, dans une pièce comme ça, au mur blanc, où on reste pendant 50 minutes, il y a des phénomènes de privation sensorielle qui peuvent générer des hallucinations chez n'importe qui. Alors, je ne vais pas m'étendre sur toutes les recherches qui existent, c'est juste pour vous montrer que c'est un phénomène qu'on peut tout à fait appréhender de façon scientifique, mais je vais conclure en convoquant 4 notions, plutôt anglo-saxonnes, qui viennent un peu créer comme ça des lignes de fuite possibles. Suite à toutes ces recherches, il se trouve qu'en Angleterre, le designer Fabrizio Cocciarella et le psychologue Ken Drinkwater de l'Université de Manchester ont travaillé ensemble, donc psychologue et designer, sur ce qu'ils vont appeler le para-design, pour examiner l'influence des croyances paranormales sur la perception de l'environnement designé, et plus généralement sur la perception de l'espace. Donc vraiment un travail qui va intéresser au-delà du monde de la psychologie, et donc ils vont faire des études de terrain avec des étudiants pour examiner les peurs, la fascination de l'imaginaire, des personnes qui vont dans des lieux réputés hantés, et toutes les mesures de perception, de cognition psychologique, parapsychologique, qui peuvent être associées à tout ça. Donc voilà, un travail très récent et assez innovant en cours. D'autres notions qu'on peut amener, la notion de legend tripping, qu'on pourrait traduire, c'est un peu difficile, de traversée légendaire. Alors, pour que vous compreniez, je pense que certains d'entre vous ont déjà participé à des escape games, dans des escape rooms, donc jouer à se faire peur en allant dans des lieux qui vont convoquer comme ça un certain nombre d'aspects pour créer des expériences assez fortes. Et le legend tripping, c'est connu depuis très longtemps, mais c'est une sorte de mode, c'est une sorte de variante de l'urbex, c'est-à-dire qu'on se rend effectivement dans des lieux où il y a eu, s'est déroulé une scène tragique, horrible, voire un événement surnaturel. Et en fait, ça est décrit depuis 1983 comme étant une pratique adolescente, de pèlerinage un peu furtif comme ça et habituellement nocturne. Mais en fait, c'est absolument pas que les adolescents. C'est bien plus large que ça. C'est bien au-delà de l'idée d'avoir des rites de passage. On peut même aller vraiment chercher d'autres fonctions qui peuvent jouer dans ces questions. Et ça peut même être vécu par procuration. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont sur YouTube voir tous les chasseurs de fantômes comme Gus DX, etc. Il se trouve qu'avec Jean-Michel Abrassard, on a publié quelque chose par rapport à ça dans les carnets de terrain, c'est associé à l'anthropologie. Et cette idée, effectivement, ces chasseurs de fantômes, il y a des phénomènes de participation. Le fait de regarder ces séries nous met dans des états, on a le poil qui se dresse, on les suit, c'est captivant. Et il y a quand même quelque chose d'assez fort. Et le legend tripping, c'est vraiment quelque chose qui est finalement assez peu décrit, mais qui peut jouer un rôle, je pense, dans le développement psychique en général. À plus grande échelle, ce legend tripping, au lieu d'être individuel, il devient quelque chose de collectif, et on appelle ça le dark tourisme, c'est-à-dire une forme plus ou moins organisée de tourisme. Alors, classiquement, on va sur les lieux de bataille, de catastrophes. Alors, par exemple, il y a 50 000 visiteurs par an pour la zone d'exclusion de Tchernobyl, qui n'est pas normalement visitable. Et parfois, ça se fait au détriment de certaines populations locales, mais il y a encore cette fascination pour des lieux où on va finalement se connecter, voire se reconnecter avec des aspects un peu négatifs de l'histoire humaine, de l'existence. Et je vous renvoie vers les actes d'un colloque qui s'est tenu récemment en avril à Birmingham, qui s'appelle The Thrill of the Dark, Heritage of Fear, Fascination and Fantasy. Et vous avez des artistes, des psychologues, toutes les sciences humaines convoquées autour de cette question, notamment du dark tourisme. Et dernier concept que j'aimerais invoquer, c'est le concept de third landscape, qui vient d'un français, alors c'est en anglais, mais c'est Gilles Clément, et ça désignerait cet espace interstitiel entre un paysage naturel inexploité et un espace caractérisé par les activités humaines. Donc vous avez des espaces interstitiels, c'est-à-dire ça a été humanisé,
Et la nature, par exemple, est en train de reprendre la main dessus. Dans ces lieux viennent potentiellement se loger une part d'altérité, de préternaturel, d'anomalie, qui échappe à notre contrôle. Et donc ces lieux-là créent et génèrent quelque chose chez nous qui est particulier. Alors, je parle d'un paysage, mais si vous remettez ça au niveau d'une demeure, si vous prenez un grenier, si vous prenez une cave où vous ne faites pas le ménage, où la nature reprend ses droits, où des petits animaux peuvent trouver une sorte de foyer, on voit bien que là, il y a une sorte de paysage interstitiel domestique, un chez-soi hanté, où les normes ont tendance à vaciller. Voilà, je m'arrêterai là. C'est marrant de finir sur l'histoire du grenier et de la cave, parce que dans l'exposition, donc il y a eu un travail qui a été fait avec des étudiants qu'on a mis sous hypnose, et tous les espaces qu'ils ont décryptés, ces deux entités n'existent plus. Il n'y a plus réellement de caves, enfin un par un, il y en a un, il y avait encore des caves, mais on est plutôt sur des lieux rez-de-chaussée. Il y a des lieux où on monte, mais en fait, c'est jamais au-dessus de la maison ou en dessous de la maison. Comme si ces espaces, en fait, avaient disparu, ce qui est en soi une donnée, puisque on construit de moins en moins avec des greniers et de moins en moins avec des caves. Et ces espaces-là, en fait, étaient souvent exploités par les poètes. Il y a eu des réflexions philosophiques, etc. Et on était parti comme travail de protocole avec Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, je vous invite à lire, c'est avec la poétique de l'espace, où il est ces questions justement qui reposent sur ces contenus et ces contenants, que sont ces lieux comme ça, qui ne sont pas les lieux de l'habitation, mais qui sont lieux qui sont habités par l'habitation, qui sont ces greniers et ces caves. Il disait par exemple, un objet que l'on stocke dans un grenier, si on le met le même à la cave, il ne va pas du tout signifier la même chose. Il va pas se stocker, il va pas en fait avoir un supplément d'épaisseur en fait, et d'histoire selon l'endroit dans lequel il va être stocké entre ces deux entités. On va passer avec Alice Laguarda. Bonsoir. Alors moi j'avais prévu une intervention sans doute trop longue, donc je vais peut-être concentrer un peu des choses. Je sais pas, vous m'entendez, ça va? Ouais. Et qui va être accompagné d'images, puisque j'ai choisi de parler de cinéma, d'images de cinéma. Voilà, pardon, hop. Bon. D'images de cinéma, puisque bien sûr, la question de la hantise au cinéma, c'est quelque chose de très important. Et en écho donc avec l'exposition de Jérôme et l'histoire de Sarah Winchester, ça va me permettre d'évoquer plusieurs questions qui ont trait donc à cette notion de hantise et aussi à la question de comment figurer l'invisible. Les exemples que j'ai choisis, il va y avoir quatre œuvres, s'inscrivent aussi dans un récit de la modernité du XXe siècle qui aurait pour point commun l'électricité. Je vais y revenir après. Et donc ça va me permettre aussi de vous montrer donc, des captures d'images de ces films dans lesquels il y a aussi cette idée de la matérialité des images et de comment cette matière formée par les images se transforme et travaillée par les différents cinéastes ou artistes pour traduire, rendre compte de cette idée de l'invisible et de la hantise. Donc l'électricité, simplement pour rappeler brièvement, par rapport aussi à l'exposition de Jérôme, il y a la figure de Thomas Edison, évidemment, qui est centrale, puisque donc vous savez que Edison, non seulement c'est un inventeur, donc inventeur du phonographe, de l'ampoule électrique, mais aussi de la chaise électrique, hein, et qu'il s'est livré à des expériences sinistres, notamment à la mise à mort, à l'exécution de plusieurs animaux, dont la mise à mort d'une éléphante, qu'il a filmé. Hein. Un des premiers films de l'histoire du cinéma, c'est l'exécution de l'éléphante, j'ai oublié son nom, qui date de 1903, qui est un film de 3 minutes. Donc c'est pour dire que la figure de Thomas Edison, elle va traverser un peu toute mon intervention. Elle est intéressante par cette dualité, c'est-à-dire c'est à la fois le scientifique, le rationnel, et en même temps, c'est le débordement de la science, c'est-à-dire l'invention de la chaise électrique et toute la violence qui y est reliée jusqu'à l'idée de torture. Edison est aussi lié à l'histoire du cinéma, puisqu'il est un des inventeurs d'appareils qui précèdent un peu le cinéma, ce qu'on appelait le kinétoscope et le kinétographe.
Et donc, comme j'imagine, il en a été question lors de la rencontre fin octobre, c'est le sujet du livre de Philippe Baudouin. Edison avait aussi inventé une machine à communiquer avec les morts, le nécrophone. Donc, il y a vraiment ce balancement permanent entre la science et l'occulte. Et aussi, ce que contient la figure d'Edison, c'est tout ce questionnement qui va traverser le XXe siècle sur l'utilisation de la science et comment la science peut être un instrument de destruction, de souffrance, de violence. Donc, il y a cette question-là qui accompagne le récit de la modernité du XXe siècle qu'on va retrouver au cinéma. Et puis, bien sûr, il y a la maison. Donc, la maison, dans ce récit de la modernité, c'est la question de la technologisation de la maison, de la fonctionnalisation de la maison petit à petit, qui transforme l'image, la perception qu'on peut avoir de la maison comme symbole de l'intimité, symbole de la protection, de la totalité close sur elle-même. Avec toutes les évolutions technologiques du XXe siècle, la maison, en fait, ne représente plus cette totalité protectrice, mais on pourrait dire qu'il y a une sorte d'évolution qui serait que la maison devient poreuse, devient un espace troué, devient un espace vulnérable à différents types de phénomènes, via notamment aussi l'électricité, l'arrivée des fluides, des ondes, la télévision également, je vais en parler, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, le statut symbolique de la maison change en fonction donc des évolutions du XXe siècle et notamment techniques. Et évidemment, ça renouvelle les imaginaires de la hantise, de l'invasion, de la possession qui sont aussi liés à la maison et au fait d'habiter. Et bien sûr, le cinéma raconte ça. Donc je vais évoquer plutôt 4 œuvres. La première, c'est Shocker. C'est un film des années 80, donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de mettre des images, puisque je pense qu'on ne connaît plus beaucoup ces films-là. Shocker, c'est un film de Wes Craven, qui est un cinéaste américain très intéressant, qui s'est spécialisé dans le cinéma dit de genre, c'est-à-dire le cinéma fantastique et d'épouvante essentiellement, et qui est un auteur chez lequel la maison est tout le temps présente. Voilà, tous ces films quasiment se passent dans des maisons. Shocker est l'histoire d'un personnage de tueur en série, Horace Pinker, qui est exécuté sur la chaise électrique et qui va renaître grâce à l'électricité. Ensuite, j'évoquerai très rapidement L'Emprise, qui est un film aussi des années 80 de Sidney Furie. Donc, c'est des films américains, qui est un autre visage possible de la question de la hantise. Un film qui se passe quasiment entièrement dans une maison et qui pose aussi beaucoup de questions sur la représentation des genres et notamment la représentation de la femme, en sachant, pour le dire très vite, pardon, parce que je vais être obligée de concentrer certaines choses, mais que toute cette question de la hantise, de la maison hantée, elle s'inscrit aussi dans la tradition de la littérature gothique. La littérature gothique qui naît à la fin du XVIIIe siècle dans les pays, notamment en Angleterre. Et dans la littérature gothique, les figures féminines sont très importantes et elles incarnent, elles symbolisent plein de questions qui ont notamment à voir avec les conflits entre la religion et la sexualité, le rejet de la domination masculine et plein d'autres choses de cet ordre. Et donc dans L'Emprise, c'est un peu un film fantastique qui s'inscrit dans la continuité de cet imaginaire, de cette culture du gothique. Ensuite, j'évoquerai les films de Peter Tcherkassky, qui est un artiste qui en fait a travaillé à partir de la pellicule du film L'Emprise. C'est-à-dire, là, c'est un artiste qui fait ce qu'on appelle du found footage. Donc j'expliquerai. Et une chose très intéressante qui apparaît dans les 2 films que Tcherkassky a consacrés à L'Emprise, c'est qu'il travaille vraiment sur la matérialité des images, sur des images hantées, sur des images extrêmement perturbées par des énergies, des forces. Il y a aussi l'électricité qui revient. Et il y a cette idée que c'est un peu comme si le contenu du film venait attaquer les images. Et donc, avec Tcherkassky, artiste, on est aussi invité à une expérience sensible. Et enfin, si j'ai le temps, j'évoquerai rapidement quelque chose que vous devez connaître, qui est la saison 3 de Twin Peaks de David Lynch, puisque chez David Lynch aussi, l'électricité est un élément central. Il est tout le temps question d'électricité, de hantise bien sûr, sauf que la spectralité chez Lynch n'est plus la spectralité moderne, mais peut-être ce qu'on pourrait appeler une spectralité quantique avec beaucoup de guillemets. Voilà, j'essaierai d'évoquer ça si j'ai le temps à la fin.
Alors, donc, il y a plein d'échos avec la manière dont Jérôme traite l'histoire de la maison de Sarah Winchester dans son exposition, dans ce que je vais raconter, qu'on va retrouver dans les films. Je ne vais pas pouvoir toujours détailler, mais la question du deuil, de la culpabilité, de la violence, de la construction de la nation américaine tout au long du XXe siècle. Donc, histoire de la modernité, elle est liée à ça. Et bien sûr, aussi, il faut évidemment remarquer que le cinéma, le spiritisme, la psychanalyse, tout ça, ça se passe au XIXe siècle, ça naît au cours du XIXe siècle, dans une même période historique globale, et que bien évidemment, il y a des articulations permanentes entre ces trois éléments-là. Le cinéma, dont Philippe Baudouin, je crois, dit qu'il est une technologie spectrale, bien sûr, par le rapport à la lumière, les images, la matérialité des images. Le cinéma dialogue sans cesse avec la question de la spectralité. Le spiritisme, donc Jérôme en a parlé, qui est l'expression aussi d'un rejet de la société industrielle du XIXe siècle, et la psychanalyse. Donc il faut bien avoir ça en tête. Le cinéma fantastique et d'épouvante américain, il est intéressant parce qu'il est complètement donc traversé par toutes ces thématiques-là et les imaginaires qui les accompagnent, avec des spécificités qui sont liées au dialogue à la manière dont ce cinéma peut dialoguer avec l'histoire des États-Unis et donc avec l'histoire de la violence. Donc, depuis le début du cinéma jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de films de maisons hantées. Et il y a aussi cette question de la culpabilité collective, que tu évoquais, qui était évoquée aussi tout à l'heure, les crimes du passé et les refoulés que ces crimes constituent. Bon, on peut évoquer un des films les plus célèbres des années 80, c'est Poltergeist, réalisé par Toby Hooper et Steven Spielberg en 1982, qui raconte l'histoire d'une petite fille dans un pavillon de banlieue californienne qui est avalée en quelque sorte par la télévision, comme si la télévision, en fait, était une espèce de porte vers un au-delà, un autre monde, habité par des spectres. Et puis on apprend à la fin du film qu'en fait, la zone pavillonnaire où se déroule l'histoire a été construite sur un cimetière sans doute indien. C'est pas dit dans le film, mais on peut supposer que c'est un cimetière indien. Mais que seules les pierres tombales ont été déplacées, mais que les corps sont restés sous les maisons. Donc ça, c'est vraiment emblématique, Poltergeist, donc version 1982, parce que je crois qu'il y a eu des remakes, de cette question de la culpabilité collective de la nation. Bon, il y en a plein d'autres, il y a Shining, bien sûr, de Kubrick. Et dans le cinéma de genre américain, il y a aussi une focalisation très forte sur la famille, une interrogation sur les structures familiales et plutôt, on va dire, leur implosion ou leur explosion à travers des figures récurrentes de pères et de mères en particulier, ou d'adolescents. On évoquait Carrie tout à l'heure, bien sûr, mais il y a aussi L'Exorciste dans les années 70, qui est un moment important dans l'histoire de ces représentations. Alors, j'ai choisi de me centrer sur des films des années 80 pour deux exemples, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a un regain de la mode des films de maison hantée américains. Il y en a énormément, il y a The Conjuring, c'est des séries, Insidious, Mama, il y a aussi des séries comme American Horror Story, et je les trouve, moi, assez ringardes, aussi bien sur le plan... Merci. Aussi bien sur le plan formel, visuel, cinématographique, que dans les récits, qui sont souvent des récits de hantise très classiques, enfin bon, voilà, qui rejouent des choses sans beaucoup de renouvellement et sans beaucoup d'invention, beaucoup de clichés. Et je me dis que finalement, dans les années 80, il y avait peut-être des choses aussi plus intéressantes. Alors, pour commencer par Shocker, donc Wes Craven, vous le connaissez sûrement parce que c'est notamment l'auteur d'une série à succès de films qui s'intitule Scream, qui se passe aussi dans des maisons. Alors, on peut dire que c'est vraiment l'illustration de la manière dont le cinéma dit de genre est un cinéma politique, puisque l'univers de Wes Craven, c'est l'univers de la farce et de la satire. C'est assez gros, assez frontal, assez direct comme cinéma. Mais voilà, ça tourne autour d'une interrogation sur ce qui structure l'Amérique, l'imaginaire de l'Amérique et les discours qui construisent l'Amérique. Et notamment, comme il a réalisé beaucoup de films dans les années 80-90, il s'est beaucoup attaqué à la période de Reagan, l'époque où donc Ronald Reagan était président, et il a fait un certain nombre de films comme Le sous-sol de la peur, qui sont
on pourrait dire comme une sorte de parabole sur cette Amérique réganienne. Le sous-sol de la peur, ça raconte l'histoire d'un couple de propriétaires complètement déviants qui vivent dans une maison semblable à une forteresse ou à une prison, dans le sous-sol de laquelle sont emprisonnés leurs enfants, entre guillemets, qui sont des enfants, des jeunes qu'ils ont kidnappés et qu'ils dévorent. Donc il y a la métaphore cannibale qui est liée à la métaphore du capitalisme. Et Craven construit avec ça un film assez intéressant où la maison est pour lui une sorte d'analogie avec l'inconscient ou le subconscient de l'Amérique. Donc ça, c'est une constante dans le cinéma américain de genre, le rapport d'analogie entre la maison et la nation, d'une certaine manière. C'est-à-dire comment la maison serait ce territoire où va être questionné ou exploré l'inconscient collectif de la nation. Donc ça, c'est une des caractéristiques du cinéma de Craven. Et qui est aussi beaucoup basé sur la structure des contes et dans lesquels les personnages souvent sont des adolescents. Alors Shocker, donc, c'est un adolescent qui est harcelé, poursuivi par son père, donc condamné à la chaise électrique, mais qui va renaître grâce à la chaise électrique. Et en fait, tout le film est construit sur une poursuite du fils par son père. Le fils est un jeune homme, un adolescent, par son père, qui ne cesse de passer par les fluides électriques et notamment la télévision, et qui prend possession des corps des autres et des esprits des autres sans fin. Donc il y a cette idée d'une réincarnation permanente de cet esprit incarné par le père, qui est l'esprit du mal. Et donc le film met en scène le conflit entre deux énergies, qui seraient l'énergie du bien, le jeune homme, et l'énergie du mal, son père. Alors c'est intéressant parce que le personnage de Pinker, il s'appelle donc ce tueur en série, il peut être considéré comme un Frankenstein moderne, ou un Frankenstein revisité, puisque vous savez que Frankenstein, c'est ce récit du 19e siècle de Mary Shelley. Le sous-titre, c'est le Prométhée moderne, parce que Frankenstein, c'est donc cette créature qui est fabriquée par un scientifique et qui revient à la vie grâce à l'électricité de la foudre. Donc il y a ce rapport à l'électricité, et Frankenstein, c'est un monstre moderne parce que il participe de ce récit moderne sur la science, le pouvoir de la science, et il tient à distance le surnaturel plus classique, plus traditionnel. Et donc Pinker, à sa manière, qui incarne aussi un monstre, une forme de monstre, c'est un nouveau Frankenstein dans le film de Craven, qui lui aussi renaît grâce à l'électricité. Mais par ailleurs, ce personnage de Pinker dans le film de Craven incarne aussi le pouvoir hypnotique, délétère et violent de la télévision. La télévision, donc, c'est une autre forme d'énergie, c'est aussi lié à l'électricité, et c'est un emblème de la civilisation moderne, et c'est un motif obsessionnel. Dans la plupart des films de Craven, il y a quelque chose avec la télévision. Donc, dans son film, Craven va aussi figurer cette présence de la télévision. Et il y a notamment cette séquence, la plus célèbre du film, dans laquelle les deux personnages, le père et le fils, plongent dans l'écran de télévision et se poursuivent l'un l'autre, se battent et traversent les images diffusées par la télévision, qui sont les images du chaos du monde. Donc Craven a sélectionné essentiellement des images d'explosions atomiques et de guerre, donc une espèce de pot pourri comme ça, d'images de la violence du monde diffusées à travers la télévision, donc toujours dans cette métaphore assez directe de la télévision comme instrument du mal, d'une espèce de viralité comme ça, des images de violence et du mal qui obsèdent complètement Wes Craven en fait. Donc il y a cette séquence, et puis tout au long du film, donc, le personnage de Pinker est un réparateur télé. Donc, déjà dès le début, on le voit dans son atelier et on voit des images d'écran de télévision. Et puis, on voit aussi des scènes comme celle-ci qui sont liées à l'électricité. Voilà, il passe par une prise électrique, il disparaît et puis il réapparaît. Et enfin, Craven, pour signifier donc cette question de ce mal viral qui est lié à la télévision, en fait, fait de son personnage un fantôme qui a un grain d'image vidéo. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le film. Quand je disais, voilà, le film, c'est la question de la matérialité des images. Le personnage de Pinker est traité comme une forme de fantôme, et ça passe par différents effets graphiques et visuels, parfois assez beaux, qui vont figurer un grain
qui n'est pas donc le grain des autres personnages, mais voilà, qui répond à ce que pourrait être le grain de l'image télévisée. Donc vraiment cette idée de contamination d'une forme matérielle de l'image par une autre matière qui est incarnée par le personnage de Horace Pinker. Donc le film de Craven, c'est une espèce de comédie horrifique, un peu sanglante, mais c'est aussi un récit d'un conflit entre différentes formes d'énergie et différentes formes de matérialité des images. Par exemple, là, le jeune homme, il est hanté par différents fantômes qui sont les victimes de son père et qui reviennent pour l'encourager à se battre avec son père et à essayer d'en venir à bout. Et donc là, par exemple, vous avez le fantôme de sa petite amie, qui est une image plus classique du fantôme, blanche, un halo, une lumière, voilà, qui s'oppose donc à la matière granuleuse et colorée du fantôme de Pinker. Donc le film de Craven raconte aussi ça, une espèce de combat de matières différentes à l'intérieur des images. Le film joue aussi beaucoup sur les passages, j'y reviendrai avec Twin Peaks, c'est un cinéma des passages, parce que ce personnage ne cesse de passer d'un monde à l'autre par la télévision, par les prises électriques. Donc il y a aussi beaucoup d'images qui représentent ce passage, et à la fin, il reste enfermé dans la télévision. La télévision, c'est vraiment quelque chose qui obsède beaucoup de gens dans les années 80, dans le monde du cinéma. Il y a une peur que la télévision détruise le cinéma, détrône le cinéma, qu'elle prenne tous les pouvoirs. Et donc ça se retrouve aussi dans les films, et notamment les films de genre. Alors L'Emprise, c'est un film qui date de 1982, qui est un film aussi fantastique, horrifique, qui se passe entièrement dans une maison et qui parle aussi de la question de l'invasion du foyer, de la maison, de la cellule familiale par une entité. Le titre original, c'est The Entity, une entité invisible et extrêmement violente. Ça se passe dans une banlieue de Los Angeles en Californie, autour d'une héroïne qui est une femme mère célibataire qui se bat pour élever ses enfants. Et elle est attaquée et violée par cette entité invisible. Donc le film est extrêmement dur, extrêmement violent, et il met en scène donc les agressions du personnage par cette entité dont on ne sait pas. Toute l'hésitation du film, ça va être, est-ce que cette entité, pour rebondir sur ce que Renaud disait, est une matérialisation des difficultés, de l'inconscient, de l'énergie non contrôlée de cette femme, héroïne du film, ou est-ce qu'elle existe vraiment? Est-ce qu'il y a une possibilité d'existence d'une forme de vie surnaturelle? Ou encore, est-ce que cette entité ne symboliserait pas une forme de patriarcat négative, démoniaque, qui viendrait attaquer et harceler la femme? Donc ce film L'Emprise croise différentes questions qui sont des questions classiques du gothique et du fantastique, justement, d'hésitation entre des explications scientifiques, logiques, rationnelles et surnaturelles, sans jamais vraiment choisir. Dans le film, l'entité, on ne la voit quasiment jamais, sauf parfois, comme dans l'image du haut, justement, ça ressemble à la foudre ou à quelque chose qui est de l'ordre d'un courant électrique, on ne sait pas trop. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce film, parce qu'il y a aussi ce rapport à l'électricité. Et à la fin, bon, j'ai pas le temps de développer, mais la maison est très importante dans le film, et le personnage, en fait, est accompagné, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive, elle est accompagnée par un psychiatre d'un côté et de l'autre des parapsychologues, c'est-à-dire le film rejoue aussi le conflit entre la science et le paranormal, parce qu'il s'inscrit aussi dans cette histoire de la modernité du XXe siècle. Donc il y a d'un côté le personnage du psychiatre qui considère qu'elle est aliénée, que c'est elle qui produit cette énergie et cette entité, et qui d'une certaine façon l'infériorise un petit peu, en tout cas dans le film, les personnages, et de l'autre les parapsychologues qui croient, tu parlais de la croyance évidemment tout à l'heure, qui croient à ce qui lui arrive et qui vont l'accompagner pour essayer de capturer l'entité. Ce qui sont les deux images que vous voyez là, de la scène de fin, où les parapsychologues reconstituent dans un gymnase la maison de l'héroïne, tout en verre transparente, avec des caméras partout, des éléments pour enregistrer, et essayent de capturer l'entité, qui finit sur cette image, c'est-à-dire qu'avec de l'hélium liquide, ils essayent d'absorber l'entité, mais en fait, il ne reste que cette espèce d'iceberg étrange qui peut-être renferme cette entité ou pas, on ne sait pas.
Voilà. Donc c'est assez délirant. Et donc ce personnage féminin est intéressant aussi parce que encore une fois, aujourd'hui, il y a beaucoup de, vous savez, il y a tout un travail qui est fait de ce qu'on appelle les gender studies ou les visual studies, où on travaille sur les représentations de genre et notamment au cinéma. Donc bien sûr que le cinéma fantastique et horrifique, il y a énormément de choses à dire dans un sens critique, positif ou négatif. Mais voilà, ça rouvre aussi toutes ces questions. Et ce personnage féminin, voilà, incarne aussi ce moment-là. Donc par quoi le film est-il hanté ? Peut-être par cette idée que l'entité est assimilée à un homme violent, misogyne, démoniaque, un ennemi dont l'héroïne va tenter de venir à bout. Hein. Donc il y aurait comme ça l'idée de la matérialisation d'une menace masculine, d'un pouvoir patriarcal néfaste et dangereux, voilà, qui serait un possible écho à l'histoire de l'héroïne aussi. Donc tout ça, ça résonne, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, hein, pardon, mais avec la littérature gothique, hein, dans laquelle on retrouve aussi ce type de questions, de confrontation et de représentation de figures féminines également. Alors par ailleurs, le film de Sidney Furie travaille sur la peur, sur la hantise par les cadrages obliques. Il y a énormément de plans obliques sur l'intérieur de la maison, sur les lampes, sur les objets, sur les meubles, qui créent une tension extrêmement forte. Hein. Donc visuellement, il n'y a pas beaucoup d'effets, enfin il y a des effets spéciaux, mais c'est pas un film spectaculaire à gros budget, pas du tout. Ça joue sur une angoisse qui est vraiment très très éprouvante par ces cadrages notamment et par les sons, hein, puisque cette question de la hantise, elle est évidemment aussi très reliée au son, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc dans ces deux films, Shocker et L'Emprise, il y a cette idée que différentes formes de désordre vont venir aussi perturber l'ordre familial, puisque les personnages des deux films sont des représentants, enfin, ont à charge des familles, hein, et qu'ils sont peut-être des matérialisations aussi d'une souffrance des personnages par les images. Alors ça, je fais référence à un ouvrage passionnant d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Sietti, qui a écrit un livre qui s'appelle Fiction d'images, dans lequel il interroge justement la matérialité des images et leur lien, entre autres, avec le spectral et le fantomatique. Et il dit notamment qu'il faudrait peut-être considérer les images de cinéma comme des surfaces sensibles qui somatiseraient la souffrance des corps et des esprits diégétiques, c'est-à-dire qui somatiseraient la souffrance, les névroses, les angoisses, les peurs des personnages des films, en fait. Donc cette idée de surface sensible, c'est ça qu'on retrouve dans les deux films de Peter Tcherkassky, qui est donc un artiste autrichien, qui a réalisé deux œuvres à partir de ce film américain L'Emprise dont je viens de vous parler. Donc Peter Tcherkassky, il est rattaché à ce qu'on appelle le cinéma expérimental, et il fait des films de found footage, c'est-à-dire il utilise des images dont il n'est pas l'auteur, qu'il manipule et qu'il transforme. Il a fait deux films à partir de L'Emprise qui s'appellent Outer Space et Dreamwork, 1999 et 2001, qui sont en noir et blanc. En fait, il a récupéré des pellicules 35 mm du film L'Emprise et il les a remontées, découpées, réassemblées pour refaire ces films. Donc, dans ces films, voilà, je vais vous montrer des captures. En fait, on reconnaît le film d'origine, des scènes du film d'origine, mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait un travail de déstructuration, voire de destruction de l'image, en démultipliant le personnage, en travaillant sur une abstraction des images, en travaillant sur la matière, la matérialité des images, en créant dans les images des effets de halo, de spectres, de fantômes, qui viennent en fait intensifier ce que le film d'origine racontait, c'est-à-dire cette attaque de ce personnage féminin par une entité invisible et malfaisante. Et donc il y a toute une recherche très belle sur la matérialité de la pellicule de cinéma, son corps, et où on retrouve cette idée de l'image comme surface sensible qui serait comme ça attaquée. Donc dans ces deux films de Peter Tcherkassky, là vous voyez des images de Outer Space, il y a vraiment cette idée de créer des images qui vibrent, voilà, qui ont quelque chose comme ça de très puissant, hein, des images fantastiques, hallucinées, qui sont vraiment des surfaces sensibles, hein, pas juste des images illustratives ou descriptives, mais beaucoup plus que ça.
jusqu'à parfois donc l'abstraction et la destruction. On voit aussi apparaître les découpes de la pellicule du film, hein, donc il joue avec la matière même du film de la pellicule, et les effets de fragmentation. Alors, bien sûr, je ne vous montre pas d'extrait, vous pouvez regarder, on peut trouver certains de ces films en ligne, en fait. Il y a aussi tout un travail sur le clignotement, sur la lumière, c'est-à-dire ce sont des films qui jouent aussi sur des effets un peu stroboscopiques, vous savez, où on a cette idée voilà, de la saccade des images, de la lumière clignotante, ce qu'on appelle l'effet flicker aussi dans le cinéma expérimental, qui crée un effet d'agression aussi sur les spectateurs et qui renvoie à la question de l'hallucination aussi. Donc il y a encore une intensification par ces effets de vibration des images, de clignotement des images, voilà, qui font vraiment qu'on est dans une expérience sensible, corporelle particulière. L'espace des images tend à se fissurer, à se dédoubler, comme le personnage. Hein. Il y a beaucoup d'images où on voit le visage de l'héroïne qui se démultiplie hein, et qui envahit comme ça l'espace de l'image. Dans le second film, Dreamwork donc, reprend aussi des images de l'emprise. L'ambiance y est un peu plus onirique, un peu plus lente. On voit le personnage féminin qui s'endort et on a de nouveau ce travail sur une sorte de déconstruction des images, d'effets de superposition, aussi de surimpression, et jusqu'à des références par exemple à Man Ray, comme vous voyez là. Vous savez, Man Ray, cet artiste du début du XXe siècle, qui notamment avait inventé ce qu'il appelait les rayogrammes, qui étaient de la photographie sans appareil photo. Il posait des objets sur des surfaces photosensibles, du papier photosensible qui était exposé à la lumière. Ces objets faisaient des empreintes sur le papier et ça faisait les rayogrammes. Donc Cherkassky reprend ça dans son deuxième film Dreamwork. Il investit aussi les images de cette manière-là. Et donc, il y a vraiment ce travail de superposition, de surimpression. Alors, avec cette idée donc d'espace chaotique, hein, c'est-à-dire que finalement, dans les deux films, on arrive à l'idée que la maison, l'espace de la maison, que l'espace mental du personnage explose. Hein, et que les images montrent ça, montrent une espèce de destruction, mais aussi poétique, hein, par la force voilà, des images de Cherkassky. Et évidemment, il y a un travail sur le son, bon, là, dont on ne peut pas se rendre compte. Il a aussi travaillé sur un remontage du son du film d'origine, sa musique, ses dialogues. Donc il y a des fragments de dialogues, de musique qui reviennent comme ça dans ces deux films et qui sont vraiment de l'ordre du fantomatique également. Dans l'idée qu'ils sont fragmentés, il y a des effets de grésillement aussi, d'intensité sonore, voilà, qui accentuent encore la peur, en fait. Donc, ces deux films de Cherkassky sont intéressants, et peut-être aussi, bon, j'ai pas le temps non plus, mais il n'a pas choisi n'importe quel film, il a travaillé sur ce film L'Emprise que j'évoquais, donc peut-être que il cherche aussi à dire quelque chose à partir de ce film par rapport à ce que j'évoquais, sur ce que ce film raconte, sur son personnage féminin, sur la question de la hantise. Et pour terminer, donc toujours, alors évidemment, pardon, dans les films de Cherkassky, il y a aussi ce lien avec l'électricité qui est tout le temps là, l'idée de l'énergie électrique que l'entité utilise, mais qui est aussi dans la lumière, dans les images. Et donc pour terminer, on est à mon avis obligé de parler de David Lynch, puisque donc David Lynch est aussi quelqu'un dont l'œuvre est traversée par, comme je le disais tout à l'heure, donc l'énergie électrique et la hantise. Donc chez Cherkassky, on allait jusqu'à une espèce de point culminant d'implosion ou d'explosion de la maison et de l'espace psychique ou mental qui se traduisait dans les images. Chez Lynch, c'est un peu différent. Et peut-être on quitte aussi l'histoire de la modernité du XXe siècle pour entrer dans autre chose. Alors, c'est particulièrement vrai, je pense, dans Twin Peaks, la saison 3, The Return, donc 2018, qui alors reprend, je vais évidemment, je ne peux pas résumer la série, c'est impossible, ni en faire l'exégèse. Ça reprend le personnage de Dale Cooper, qui est ce personnage d'enquêteur du FBI, qui enquête sur la disparition de Laura Palmer, une jeune femme dont la vie semble assez complexe et mystérieuse. Et donc dans la saison 3, le personnage de Dale Cooper revient, et il revient augmenté de double. Hein, il se transforme, et il change de personnalité, il meurt, il renaît d'une certaine manière au fur et à mesure des épisodes.
Et donc, bien sûr que ça, c'est aussi le cinéma de Lynch, c'est le cinéma des passages, passage de la vie à la mort, passage d'un monde à l'autre. C'est un cinéma de la porosité des mondes, de la porosité, de la coexistence de différents niveaux d'existence, et qui est traversé aussi de hantises multiples. Donc le fantôme de Laura Palmer dans Twin Peaks, mais aussi les lieux communs de l'Amérique, qui fabriquent tous des hantises, donc la maison, la structure familiale, la violence et le crime. Alors, juste pour... voilà, j'ai sélectionné quelques images où, en fait, selon les épisodes, il y a 18 épisodes dans la saison 3, donc l'électricité revient tout le temps, en fait, par des prises électriques, par des lumières, par des situations. Par exemple, des personnages qui sont comme ça, attaqués ou pris dans des halos de lumière, des situations qui les font traverser, passer dans un autre monde, par des prises électriques, desquelles s'échappe une espèce d'ectoplasme qui en fait va finir par devenir le personnage de Dale Cooper, par des séquences où des personnages semblent électrocutés par la foudre, par des séquences où Dale Cooper lui-même s'électrocute en mettant une fourchette dans une prise, par des images où dans la loge noire, qui est cet espace un peu étrange, récurrent dans la série, qui est peut-être un espace mental, mais aussi un espace qui concentre des énergies négatives dans l'imaginaire de Lynch, on voit un arbre qui tout d'un coup s'électrise et qui parle. On voit Dale Cooper dont la tête se transforme en ampoule, en une sorte d'ampoule électrique. Donc en fait, il y a vraiment sans arrêt cette évocation de l'électricité dans la série. Et donc lié à l'idée que non seulement elle peut permettre le passage d'un monde à l'autre, mais que quand même elle est souvent la source de dangers et d'accidents, soit de disparition, de mort, soit d'un danger imminent. Tout ça se cristallise dans l'espace. Ouais, je sais. Vous arrivez à voir quelque chose, j'espère. Peut-être pas évident. Ouais. Tout se cristallise dans un espace qui est une chambre mystérieuse, dans laquelle les personnages passent, disparaissent, réapparaissent. En fait, cette saison 3 de Twin Peaks, elle fait aussi un lien entre de l'énergie électrique avec l'énergie atomique. Donc je ne veux pas tout dire, mais l'histoire, finalement, c'est quand même une espèce de réunification de ces deux énergies. Autrement dit, donc, dans cette saison, il y a une vision assez sombre de l'humanité et aussi, on pourrait dire, peut-être de l'histoire de la modernité du XXe siècle par rapport à ce que j'évoquais au début, le rôle des technosciences, la manière dont le pouvoir des technosciences s'est accru tout au long de cette histoire du XXe siècle. Et voilà, comment tout d'un coup l'énergie atomique revient comme force négative, évidemment, de destruction totale. Donc l'électricité, c'est un peu comme si l'électricité dans le Twin Peaks préparait finalement à cette fin. Elle faisait office d'énergie négative comme ça qui petit à petit marque cette trajectoire vers la fin, la disparition. Voilà, je m'arrête là. Pardon, c'est un peu rapide et concentré, mais voilà, pour dire que ce cinéma fantastique et d'épouvante, il est extrêmement intéressant, me semble-t-il, par rapport à toutes ces thématiques qu'il peut convoquer, qui renvoient donc à cette histoire de la modernité, des technosciences, des constructions de genre aussi par rapport à l'espace domestique et à la hantise. Voilà. C'est vrai que pour l'emprise, moi je l'ai vu il y a très très longtemps. En France, il faisait partie des films qu'on voyait peu. Il avait eu le prix du Festival d'Avoriaz, donc c'était un festival dédié aux films fantastiques, un des premiers en France, c'était même le premier. Et il a eu un prix, mais c'était un cinéma qui passait un peu sous le manteau, quoi. Donc on le redécouvrait ensuite plutôt sous le format, à l'époque c'était des vidéos, donc plutôt VHS, puis bien sûr après le DVD. Mais je vous recommande, si par le biais d'un film vous devez rentrer dans cette maison, dans cette hantise, l'emprise est vraiment très intéressant. Parce qu'on discutait un petit peu ensemble, donc en plus Anne l'a découvert hier, parce qu'on a parlé un petit peu comment on allait présenter les choses.
Et ce film fait vraiment peur. Ben, non, ça, je vous le dis, il fait peur. Et si je me permets, si j'ai choisi de l'évoquer, c'est aussi en écho avec l'histoire de Sarah Winchester, parce qu'il y a cette histoire de enfin, il faut rappeler aussi que l'histoire du spiritisme à l'origine, elle est liée beaucoup à des figures féminines, puisqu'il y avait les sœurs Fox aussi, je ne sais pas si on en a été question avec la dernière Philippe fois, Baudouin, mais on en voilà, avait parlé. Ouais. Voilà, qui sont parmi les premières spirites. Bon, donc il y a une histoire comme ça qui se construit, qui est une histoire difficile, traumatisante, sur laquelle il y a beaucoup à dire, mais exactement. Voilà, ça s'inscrit dans tout ça aussi. L'emprise, donc c'est Scorsese qui en avait fait une super promo parce qu'il disait ce film a fait peur. Alors pour faire peur à Scorsese, il faut quand même se lever. Et mais ce film fait peur parce que très simplement, c'est que nous-mêmes, au même titre que ce qui est employé, on doute de la véracité de ce qu'on est en train de voir. Et comme on ne voit rien, parce que l'entité est invisible. Donc c'est l'actrice qui va jouer un corps qui est en train de se faire violenter. Donc vous imaginez, voilà, dans certaines situations, et d'un seul coup, elle va littéralement se jeter contre les murs, etc. Donc ça demande en plus une espèce de performance d'acteur pour à la fois être entre l'image qu'on peut se faire de quelqu'un qui a une crise d'hystérie, tout ce que ça dit derrière, et en même temps supposer qu'elle est peut-être prise par quelque chose qu'on ne voit pas. En plus, dans le contexte, dans les années 80, quand tout à l'heure je parlais de Sarah Winchester et j'avais un tout petit peu souligné le contexte du moment, c'est très important, c'est qu'à chaque fois, ce cinéma ou ces évocations ou ces invocations sont toujours liées à un contexte très précis, ça n'arrive pas par hasard. Dans les années 80, la question du divorce était quelque chose de très mauvais genre. Très mauvais genre. Il ne fallait pas attendre, dans les années 30, 40, c'était un truc qui était impensable, mais ça se faisait sans qu'on le sache. Quand ça commence lié à la libération évidemment sexuelle des années 60-70, dans les années 70, le cinéma de genre et de fantastique va mettre un élément important, ce sont les enfants qui tuent. Ça, c'est l'exorciste. Tout un ensemble de cinéma va débattre de cette question. Est-ce qu'on peut mettre en avant des personnages clés, entre autres la figure de l'innocence absolue, donc de l'enfant? Est-ce qu'on peut le mettre comme un personnage qui est profondément maléfique? Si je peux faire une petite digression, c'est que l'emprise 1982, en 1982, c'est l'année où sort aussi Poltergeist, donc, et E.T. C'est-à-dire, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a vraiment, en effet, quand même, le cinéma américain se centre quand même pas mal sur la cellule familiale et la question de l'invasion de la cellule familiale et donc du foyer. Donc, c'est le pavillon de banlieue suburbaine, donc l'histoire de la modernité. E.T., c'est donc un extraterrestre qui arrive de l'extérieur. Poltergeist, c'est un mal qui vient, ou un danger qui vient de l'intérieur. Donc, voilà, c'est aussi ça. Exactement. Exactement. Et donc, cette femme, elle est divorcée dans l'emprise, avec ses enfants. Il faut qu'elle se démerde. Donc, quelque part, cette entité, effectivement, a une espèce de projection, d'une espèce de mal dominant, d'autant plus qu'il y a un moment dans le film qui nous fait dire « Ah ouais, putain, c'est bien ça ». Le voir aujourd'hui avec le prisme de ce qui se passe en ce moment, tous les jours, avec ces prises de parole de femmes, par rapport à des viols, par rapport à un cinéma, justement, à des réalisateurs, par rapport à MeToo, etc., quand vous revoyez ce film, honnêtement, c'est assez troublant, parce que forcément, vous pensez à ça. Et d'autant plus cette entité qui finit par peut-être apparaître dans le film, parce qu'on voilà, elle est cryogénée, mais est-ce que c'est pas simplement le fait d'avoir congestionné sur un endroit, on n'en sait rien. Et ça, je vous le laisse découvrir, d'autant plus que voilà, il y a une mise en abîme, puisqu'on reconstruit une maison pour pouvoir essayer de capturer cette forme. Et par rapport à cette histoire justement de domicile, d'ennemis potentiellement intérieurs ou extérieurs, c'est Carpenter qui disait dans son cinéma, en fait, si on devait le politiser, le cinéma aux États-Unis, s'il y avait un cinéma entre guillemets grossièrement de gauche ou de droite, à droite, l'ennemi est à l'extérieur. Dans le cinéma américain de gauche, l'ennemi est à l'intérieur. Anne ? Ouais, je crois que c'est bon. Ok, ça marche comme ça marche. Alors, il s'est dit beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Donc moi, je suis clairement pas spécialiste des fantômes.
hein. En revanche, les fantômes ont traversé ma famille, ma maison d'enfance et ma pratique artistique depuis très très longtemps. Je tiens à dire que en fait, j'ai toujours cherché à écouter ce que les fantômes me disaient plutôt que moi-même à entrer en relation avec eux. Il s'avère que du coup, moi, je pars du principe que je ne sais rien et que eux savent tout. Donc c'est pour ça que toute ma pratique artistique a été très très influencée. Je vais être assez donc là, je vais parler clairement d'expérience. Je vais ne partir que de l'expérience, pas de connaissances particulières. Et je vais essayer de parler de 4 points particuliers. Donc, le premier, ce sera donc très contextuel à partir d'une expérience. Mais c'est donc comment on cherche à entrer en relation avec les fantômes, mais plutôt comment eux rentrent en relation avec nous. La deuxième sera la question qui concerne l'idée de et si on devait s'adresser aux fantômes, quelles seraient les bonnes questions. Voilà. Et la troisième, c'est en fait comment est-ce qu'on fait le récit avec ceux qui restent, puisque finalement les témoignages de ceux qui restent sont finalement ce que peut devenir la matérialité des fantômes. Et puis ensuite, je finirai sur un film que je viens de finir, qui est un petit peu mon règlement de compte avec les fantômes, donc ce sera la toute dernière partie. Donc je reviens sur cette idée et que les fantômes ont traversé ma vie, ma famille et mon œuvre, du coup j'ai envie de dire, parce que donc toute ma famille est archéologue. Donc de fait, il était évidemment clair qu'un jour, tous les objets archéologiques entreposés dans ma maison de famille allaient forcément me parler. Donc ma mère était préhistorienne et mon père médiéviste. En fait, ce qui est assez intéressant de voir aussi, c'est que quand je présente mon travail, ma biographie, c'est toujours de dire, voilà, je suis fille d'archéologue. Et fille d'archéologue, tout de suite, en tout cas selon moi, ça laisse entendre et suggérer qu'il y a la question de la transmission et de l'héritage qui passe évidemment par la famille, mais aussi par tous ces objets et toute cette culture matérielle que mes parents cherchaient. Donc ma mère était préhistorienne, donc il y avait des centaines de silex qui étaient entreposés dans ma grande maison de famille, qui était à côté de chez Renaud. Renaud ? Oui, il est de là-bas aussi. Bref. Et donc beaucoup de silex. Et puis mon père médiéviste, lui, a fouillé toute sa vie une nécropole, donc en Moselle. Et pareil, il entreposait en fait tous les squelettes mérovingiens dans la grange à côté de cette maison. Ce qui a valu des centaines de soirs avec des amis d'enfance, aller se faire peur évidemment dans cette grange avec ces squelettes qui étaient enfermés dans des sacs plastiques noirs. Pourquoi ils étaient entreposés là? Parce qu'à cette époque-là, donc c'était dans les années 90, il n'y avait plus d'endroit pour entreposer en fait les squelettes et les objets préhistoriques ou archéologiques dans la région. Tout était blindé, il y avait un trop plein d'objets archéologiques. Donc tout était chez les archéologues eux-mêmes. Un jour, le chien du voisin a mangé quelques squelettes pas de mon père, mais des squelettes de mon père. Donc je me suis permise évidemment d'aller offrir quelques crânes à des amis qui voulaient les mettre évidemment sur leur bureau pour en faire des vanités. Donc voilà, tous ces objets archéologiques étaient chargés bien sûr d'histoire et ce qui à cette époque-là m'a fait me dire bon bah je vais pas choisir ni la préhistoire ni l'époque médiévale puisque je ne peux pas choisir entre mon père et ma mère, je vais donc choisir l'anthropologie de l'art. Et faire de l'anthropologie de l'art, ça m'a réconcilié avec mes parents, ça m'a réconcilié aussi avec le statut de ces objets. Parce que finalement, l'anthropologie de l'art, c'est quelque chose qui... en tout cas, je suis rentrée dans l'anthropologie de l'art par cette phrase dite par Aby Warburg, qui était « L'histoire de l'art est une histoire de fantômes pour grandes personnes ». C'est là que je me suis dit, voilà, tout est là, tout est dit. Et c'est ce qui a permis, en tout cas, de me faire comprendre que les objets ne sont pas isolés dans un contexte seul, mais bien sûr font partie d'un tout et peuvent être mis en relation et en réseau et en regard avec les autres. Donc du coup, non pas tout se vaut, mais on peut être capable en tout cas d'inventer des trames cognitives et de parler avec les mêmes qualificatifs d'un gobelet comme de la Joconde finalement. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout fait partie de notre monde et nous faisons partie de ces mondes-là aussi. Donc à ce moment-là, je me suis demandé comment je pouvais continuer à travailler en étant artiste, mais en ne pas voulant forcément faire des objets très précis pour justement leur donner cette possibilité d'accéder à tel ou tel statut. Et c'est là que j'ai fait une résidence, parce que donc la vie des plasticiens, c'est d'aller de résidence en résidence, de pays en pays,
ne sait pas trop pourquoi, on ne sait plus trop pourquoi à la fin, mais bon, ça crée souvent des rencontres avec des fantômes. Et encore une fois, comme je leur fais confiance, ils m'ont souvent aidé à faire évoluer ma pratique. C'est là donc que j'ai fait une résidence à la synagogue de Delme, qui est une résidence dans l'est de la France. Et donc j'avais un très très grand atelier. J'étais déjà à l'époque, j'avais pas trop envie de fabriquer des objets, j'avais plutôt envie d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens, de comprendre les problématiques issues du territoire. J'étais déjà dans ces problématiques-là qui sont totalement les miennes aujourd'hui. Et voilà. Et donc là, tout d'un coup, vraiment, je vous jure que là, des fantômes ont essayé d'entrer en communication avec moi. J'étais toute seule dans ce grand atelier, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là, pour vous dire vrai. Et là, tout d'un coup, j'entends des choses, des êtres, je sais pas qui, me parler en vieux français. Et là, je me suis dit, la bonne blague. Genre, les fantômes qui parlent en vieux français. Bon, donc j'ai eu très très peur et j'ai essayé de leur faire des blagues. J'ai essayé de rentrer en communication avec eux. Je leur ai mis de la musique pour voir s'il y avait des réactions. Je leur ai mis très très souvent, là c'était plus pour les embêter que pour les faire rire, quoique L'Arbre, le Maire et la médiathèque de Éric Rohmer, que j'adore, que je connais donc par cœur et qui me rappellera toujours ces vieux fantômes. Bon bref, en tout cas rien n'y faisait, j'étais pas bien du tout, je pouvais pas y dormir dans ce grand atelier. J'ai appelé tous les anciens résidents pour leur demander si eux aussi ou elles aussi avaient eu accès à ces fantômes. Tout le monde m'a dit mais n'importe quoi. La directrice de l'époque, Marie Cosette, me disait non mais Anne, écoute, t'exagères quand même. Donc tout le monde, un petit peu comme dans l'emprise, me prenait pour quelqu'un qui allait pas très très bien. Bon, il s'avère que donc un matin très très vite, je sors très très tôt, je vais boire des cafés dans des petits bistrots avec plein de petits vieux pépés vers Rohrbach-les-Beach. Enfin, on est près de Strasbourg, dans des contrées lointaines comme ça, avec beaucoup de brume comme ça. Et puis je toque chez une dame parce que je voulais travailler avec du cuir stressé, enfin voilà. Et là je toque chez la dame qui s'appelait Delphine et je lui dis voilà, excusez-moi, est-ce que vous seriez d'accord pour travailler avec moi sur un projet d'objets en cuir? Je suis dans un grand atelier juste à côté, plein de fantômes, ça me ferait plaisir que vous veniez me voir pour que je vous montre les plans. Et puis elle me dit un atelier plein de fantômes, c'est incroyable, je suis moi-même chasseuse de fantômes. Donc là je dis ok. On commence un petit peu à discuter et là donc elle vient dans ce grand atelier et j'avais préparé les plans des objets et en fait étrangement c'est pour ça que j'ai amené cet objet que j'ai fabriqué là-bas qui est le dernier de mes objets clairement. En fait c'est un objet un petit peu comme la veuve Winchester, c'est un objet qui a en fait toutes les propriétés, qui est censé bien sûr c'est de l'art, est censé avoir toutes les propriétés, toutes les qualités de tous les objets. Il est aussi bien archéologique que technique que décoratif. De décoration. Donc il est censé avoir toutes ses propriétés, un petit peu donc comme la veuve de Winchester, c'est-à-dire que finalement si les fantômes essaient de l'attraper, ils ne sauraient pas par où puisqu'ils ne savent pas quel est le statut de cet objet. Donc c'est quand tu m'as invité, je me suis dit tiens cet objet en fait c'est un peu la maison de la veuve Winchester. Donc je reviens à Delphine, elle vient dans le grand atelier, on commence à discuter, j'avais fait 2-3 plans et tout. Et puis là, effectivement, notre esprit est toujours appelé vers quelque part, et puis en fait, on n'arrive pas à travailler. Là, elle me dit, écoutez, ça va pas du tout, il y en a plein ici, il faut que je fasse quelque chose. Elle se met évidemment à brûler de la sauge, enfin des choses assez classiques. Et puis, elle se met à 4 pattes par terre, telle une évangéliste au fin fond de l'Amérique de je sais pas où. Ça fait très très peur. Et puis là, en même temps, je ris parce que je savais pas trop quoi faire d'autre. Et puis à la fin, elle me dit, c'est bon, ça va aller. Elle rentre dans sa petite Twingo violette et puis là elle me dit attends je regarde quand même s'il n'y a pas 2-3 fantômes dans la Twingo. Là je me dis bon bah elle est bien gentille parce que du coup elle arrive à avoir une certaine forme d'humour avec ces choses qui peuvent faire peur quand c'est la première fois qu'on les rencontre. Donc au fur et à mesure je continue mes pérégrinations d'artistes, je me retrouve en résidence encore une fois en Ariège et là en Ariège c'était le Mas d'Asile, donc c'est une très très belle résidence qui s'appelle la Casa d'Oro et donc c'est un endroit où les hommes et les femmes préhistoriques sont sortis la première fois des grottes, c'est pour ça qu'on les appelle les Magdaléniens. Bref, je rencontre que des gens complètement connectés, on va dire, alors que moi j'étais un petit peu partie de ces affaires-là, je n'aimais pas trop à ce moment-là. Et puis je vais voir une ostéopathe qui était aussi une femme qui m'a fait faire une régression. Donc là la régression c'est quoi? C'est revenir dans ses vies antérieures. Et donc là, j'ai vu que j'étais un Amérindien mort dans un lac. Sur ce, je fais un gros dossier pour que le Centre national des arts plastiques me donne de l'argent pour aller chercher mon lac, bien sûr, au Canada. Je vais là-bas. Et là, donc, à chaque fois, voilà, je rencontre que des gens complètement connectés sur ces choses-là. À ce moment-là, je vivais
chez une colocatrice qui était pas du tout connectée, qui me dit ça alors, je savais comme pas qu'il y avait que tous les Québécois étaient connectés. Puis je dis en fait c'est dingue quoi. Donc en fait voilà toutes ces histoires de rencontres, c'est-à-dire que quand on sait pas, je sais pas si c'est moi qui les ai cherchées ou si c'est eux qui m'ont trouvé. En tout cas, un jour je rencontre un artiste, Vincent, qui était un roux, très très poilu, avec la chemise à carreaux, qui vivait vraiment dans un petit cabanon tout au fond de la forêt. Je me souviens, il y avait une maison qui était en construction à côté avec des... il la construisait comme au 19e siècle, donc on était vraiment comme quand Henry James Thoreau faisait sa maison. Les sons étaient les mêmes, il y avait une espèce de régression comme ça. C'était... Voilà, j'avoue, je jubilais quand même. J'étais très fière d'être là parce que je vivais un moment important, je m'en souviendrai toujours. Donc lui était persuadé, donc ce roux poilu, était persuadé en fait que... il avait été une femme sorcière brûlée par son oncle quand il était française, bien sûr, au XIVe siècle en France. Bon, moi je lui dis, de toute façon, moi je suis un Amérindien mort dans un lac, donc de toute façon on va pouvoir s'entendre. Un jour, on va filmer une course de citrouilles sur une rivière, à Trois-Rivières. Donc c'est des gens qui se mettent dans des citrouilles et puis qui font une course de citrouilles dans une rivière. Et puis en rentrant vers Québec, la ville, on va prendre une grosse pinte, parce qu'il faut bien là-bas, et puis... la serveuse, et là il y a l'électricité qui a été... tu vois, je m'en souvenais pas vraiment. En fait, il n'était pas très tard, mais il n'y avait pas grand monde, et tout d'un coup, l'électricité s'est arrêtée, s'est remise en marche, et la serveuse, qui était une petite nana de 30 ans, qui n'avait pas du tout l'air d'une sorcière, d'une chamane, je sais pas quoi, nous dit avec un accent terrible, que j'imiterai pas, je pourrais le faire en off après si vous voulez, mais en fait, donc elle me regarde, puis elle me dit, elle voit en fait que j'ai une femme très très vieille, qui est très fatiguée, qu'il faut absolument que je laisse partir, parce qu'elle est bienveillante, mais elle est fatiguée. Et donc elle me dit, voilà, j'ai une couronne, je suis bien groundée, et cette femme travaillait-elle avec la terre? Oui, alors je lui dis, oui, ok, donc c'est ma mère morte depuis 25 ans, qui était archéologue. Elle me dit, c'est ça. Par contre, là, elle passe à mon ami Vincent, le roux poilu, puis là, elle lui dit, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Et donc là, en fait, elle lui dit, il faut arrêter d'avoir peur de votre oncle, d'avoir peur du feu. Effectivement, tout ce que vous savez, c'est ça. Et donc là, elle a commencé à faire une sorte de magnétisme autour de lui. Il s'est mis à pleurer. C'était intense et très, très particulier pour lui. Et là, pareil, qu'est-ce qu'on fait de ça? L'idée n'est pas évidemment d'en faire une œuvre artistique. Par contre, ça nous transperce, ça nous traverse. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous transforme, quoi, surtout. Donc de là, je rentre à Paris, il fallait évidemment que j'aille chasser cette entité, qui était ma mère morte, qu'il fallait que je fasse partir. Donc faire une sorte de deuxième deuil, c'est un autre travail aussi à faire, c'est assez particulier. Et donc là, je vais voir cette chasseuse d'entité qui habite dans le 16e arrondissement et qui me fait faire des exercices. Alors c'est un exercice très simple, il dure 2 secondes, si vous êtes d'accord, on peut faire ça ensemble. Elle me dit, ok, fermez les yeux. Ok, fermez les yeux et en fait c'est très simple, vous descendez des marches très très profondément, ça va très très loin, ça descend à la cave, donc ça descend à la cave, et à un moment donné sur la droite il y a un petit perron, il y a une porte. Évidemment, quelle est la matière des escaliers, quelle est la matière de la porte? Vous ouvrez cette porte, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce? Est-ce qu'il y a d'autres portes? Est-ce qu'il y a des objets? Encore une fois, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Enfin voilà, donc là c'est une sorte de pré-hypnose en fait, où on décrit les choses. Et donc moi il y avait un petit cercueil comme ça, mais c'était les sarcophages que mon père fouillait, hein, clairement. C'est pour ça que c'est dommage qu'ils soient plus là sur les trucs de psychologie, j'avoue. Et donc à l'intérieur il y avait un tout petit enfant avec un petit costume cheap d'homme préhistorique. Bref, donc elle me dit, prenez cette petite personne et puis remontez tous les escaliers. Et puis aujourd'hui, dès que vous aurez soit quelque chose qui vient vous chercher, qui veut parler avec vous, ce ne sera pas forcément vous qui répondrez à cette entité, mais ce sera ce petit enfant. Du coup, c'est comme une espèce de... Voilà, comme un intermédiaire qui me protège, en fait. Donc je pense souvent à ce petit enfant, parce que quand les fantômes me parlent, c'est pas les mots, c'est plutôt une impression ici qui se passe dans l'oreille. Bon. Bref, donc là, j'en arrive à me dire, le monde des objets, ça c'est fait. Pourquoi s'intéresser aux objets alors qu'en fait, les non-humains, qui sont donc pas autre chose à ce moment-là que les entités, les fantômes, c'est quand même un monde incroyable. J'ai rencontré les gens les plus intéressants de ma vie, c'était des gens
pas de ma vie, bien sûr. Mais c'était souvent des gens qui parlaient de tout ça, qui s'intéressaient à tout ça. Bon, tout ça pour dire que je me suis imaginé donc c'était fini cette histoire d'objet et que du coup j'allais m'intéresser justement à cette question de et si je posais les bonnes questions à ces fantômes, mais surtout à travers ceux qui restent. Et donc c'est là que donc on m'invite à faire une exposition, à participer à une exposition, et donc moi, ne voulant plus faire d'objets, détestant particulièrement la performance, je me retrouve bien embêtée, et c'est là que je commence à faire un travail de terrain et d'enquête. Donc c'était une exposition qui s'est déroulée entre le métro Père-Lachaise, Couronne et Parmentier, donc à Paris, dans un lieu qui s'appelle Glassbox. C'était ouais. Et du coup, je me dis, bon, je vais faire une enquête de territoire, je vais aller questionner les gens sur la question de leurs fantômes et de cette croyance. Le mot croyance, il est très très compliqué parce que moi je vois des fantômes, mais je sens des fantômes, mais je ne crois pas forcément aux fantômes. En tout cas, j'y prête attention malgré tout. Et donc, je partais du postulat que plus j'allais m'approcher du Père-Lachaise, plus les récits des gens allaient être intenses et forts. Et ben, ça n'a pas manqué. En fait, j'y suis un peu allée comme ça, à brûle-pourpoint. Je me souviens, la première personne que j'ai rencontrée sur cette enquête, c'était donc ça a duré quoi, 2-3 semaines. Je suis allée dans un disquaire. Et je lui ai dit voilà, excusez-moi. Puis souvent les hommes parlent moins facilement de fantômes que les femmes. C'est encore vraiment. Je suis pas d'enquête quantitative, mais pourtant c'est encore le cas. Donc c'était un jeune type qui vendait des vinyles, des anciens et puis des récents. Et puis je lui dis voilà, est-ce que vous croyez qu'il y a des fantômes dans votre boutique de vinyle, votre disquaire quoi. Le mec il dit ah non bien sûr que non, alors, comme si j'allais parler de fantômes, puis ça m'intéresse pas vraiment. Et puis non, je connais pas d'histoire de fantômes. Puis au fur et à mesure, je lui dis mais vous vous rendez compte tous les vinyles avec tous les chanteurs morts comme ça. Donc il dit ah oui c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y a des fantômes. Bref, au bout de 20 minutes en fait il m'a passé 15 disques. Il m'a dit je pense qu'en fait cette musique là c'est vraiment la musique qui peut laisser passer les fantômes, alors que la pop elle est pleine de frontières, il n'y a aucun fantôme qui passe là-dedans. Alors qu'au début il disait non je crois pas, ça m'intéresse pas trop. Bon, ouais. Donc c'était déjà intéressant de voir quelle expérience ensemble on a pu faire sur ce sujet. Donc c'est utiliser entre guillemets le fantôme pour avoir un accès à une personne que j'aurais juste pas pu, comment dirais-je, juste voilà, je vais racheter un disque en fait à ce mec si j'avais acheté un disque. Bon après je vais dans une fripe, et puis dans une fripe aussi c'est un peu facile parce qu'il y a forcément que de vieux trucs avec des voilà. Et donc c'était une vendeuse splendide, très garage, des années 60, habillée comme ça, avec son truc et tout. Et puis elle était un peu impressionnante, c'était une femme assez impressionnante, bref. Et puis donc je touche les habits, puis il y avait des bleus de travail. Alors ça c'est aussi le truc, quand on prête attention à ça, c'est aussi ça qui nous rappelle qu'on est proche en fait de ces énergies-là, j'imagine. Je touche des bleus de travail et je dis à cette vendeuse magnifique, je lui dis excusez-moi mais je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ces bleus de travail appartenaient à des femmes. Et donc elle me raconte que c'était à sa grand-mère, une espagnole. Enfin bon, donc plein d'histoires complètement incroyables en fait. Où voilà, je sais pas si c'est, voilà, je sais pas dans quel sens ça se passe en fait, mais ça s'est passé. À un moment donné, je vais dans une herboristerie et puis je dis à la dame, excusez-moi, j'ai des fantômes chez moi. Est-ce que vous avez des plantes pour les faire partir? Parce que là, je suis un peu fatiguée, il commence un peu à m'enquiquiner, quoi. Et puis, avant qu'elle réponde, parce que c'était pas ça ma vraie question, c'était est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous posent cette question? Et là, elle me dit, si vous saviez, et tellement il y a de gens qui me posent cette question. Et c'est là, en fait, voilà, quand on fait une enquête et quand on pose la question comme ça, on arrive en fait, à avoir des résultats assez étonnants. Je suis allée aussi à la Musardine, qui est la librairie un peu coquine rue du Chemin Vert, et je me suis dit, voilà, comment je vais m'adresser à la personne, au vendeur, au libraire. Je dis, voilà, si je vous dis fantôme et pornographie, il me fait, mais ça c'est un sujet passionnant et tout, donc bref, pendant 25 minutes, il monte des bandes dessinées, il me parle des fantômes et de la pornographie au Japon par rapport à celle... Enfin bon, donc c'était hyper intéressant. Après, j'ai plein de textes qui relatent tout ça sur mon site web aussi. Bref. Et puis j'en arrive à la tombe d'Alan Kardec, qui donc était
le fondateur de la philosophie spirit, qui est donc une tombe particulière avec un rituel à faire très particulier. Je me souviens plus trop maintenant, mais il faut lui toucher la tête 3 fois, faire un vœu, et puis si le vœu se réalise, lui apporter des fleurs. Donc je me postais un petit peu comme ça de l'autre côté de l'allée au Père-Lachaise, et puis je vois 2-3 femmes faire ça et tout, puis à mon avis, il n'y avait plus personne. Alors je me dis, je vais faire mon vœu, quoi. Et puis en fait, en repartant, il y a effectivement d'autres femmes, donc c'était que des femmes, hein, encore une fois, qui apportaient des fleurs pour remercier, parce que le vœu avait été honoré. Bon voilà, donc ça c'est vraiment une manière de travailler avec les fantômes par les témoignages des vivants, quoi. Et donc tout ça pour en arriver finalement, pour en arriver où ? Pour en arriver à tout ce qui... Le fantôme, pour moi, c'est quelque chose qui me permet, un petit peu comme la météo, on nous dit que la météo à la télé, c'est pour prouver qu'il y a un demain. Et le fantôme, en fait, il me prouve que je suis en vie, en fait, qu'on est un peu en vie. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il y a une vraie relation, une nouvelle forme de relation avec donc, des non-humains, des non-vivants, et pourtant des entités qu'on prend sérieusement en considération, puisqu'on parle de ça. Et puis, comme il disait, c'est des sujets qui sont de plus en plus, en tout cas, scienticisés presque, quoi, si jamais la psychologie est une science. Et donc, je finirai sur le film que je viens de terminer, qui s'appelle I Can Swim Home, et qui, en fait, se déroule sur les îles de l'Érins. Le pitch, c'est en fait 3 jeunes artistes qui ont des pratiques un peu transversales, des pratiques artistiques transversales. Et ces 3 artistes, en fait, cherchent, en fait, ils en peuvent plus du continent, ils en peuvent plus du monde de l'art, du marché. Ils sont très fatigués, ils ont trop de dossiers à faire. Enfin, c'est le quotidien des artistes, quoi. Et donc, ils veulent aller éprouver la prophétie selon laquelle l'art est capable de relier les mondes sur les îles de l'Érins pour trouver, en fait, leur miracle, comme les miraculés, comme les pèlerins partaient, en fait, au XIIIe siècle pour trouver leur miracle. Et en fait, ces 3 personnes-là, c'est une sorte de quête, évidemment. Et donc, il y a une des protagonistes, Viviane, qui, elle, sa pratique artistique, pour s'adresser le plus vite aux spectateurs, elle tire les cartes. Elle tire des cartes divinatoires. Et son personnage a été construit selon la figure de quelqu'un qui est perdu dans le temps. Et c'est pour ça que je disais que je règle un petit peu mes comptes avec les fantômes et ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle est bègue du temps. Elle ne sait pas si elle parle au passé, au présent ou au futur. Et donc, au fur et à mesure, évidemment, de ces rencontres sur cette île, sur le chemin des pèlerins qui allaient chercher leur miracle, elle arrive enfin à revenir au présent. Et en fait, je pense que les fantômes, voilà, s'ils nous prouvent finalement qu'on est vivant, ils peuvent aussi nous aider au quotidien. Et c'est ce que je disais tout au début. Moi, je sais rien. Je pars du principe qu'en fait, eux savent beaucoup plus de choses que nous et qu'ils peuvent nous enseigner des choses. Et je trouve que c'est à cet endroit-là que les nouvelles formes de relations et les nouvelles formes de récits sont absolument possibles. Donc, c'est pas que les récits de ceux qui restent, mais c'est aussi les récits des fantômes, parce que je parle pas des morts. On parle des fantômes plutôt que des morts. Plutôt les récits des fantômes qui nous sont transmis pour justement pouvoir réinvestir le présent et donc réinventer en fait nos manières de vivre et de considérer les autres, quoi. D'où le film Les Autres. Avec Nicole Kidman. Justement renverser un petit peu la vapeur. Voilà. Donc les fantômes ont transformé ma vie, ma pratique artistique surtout. Merci Anne, merci Alice. Il nous reste 10 petites minutes si vous avez des questions particulières. Renaud est obligé de nous quitter pour prendre son train. C'était à côté de Nancy, c'est ça Oui. Ah. Est-ce que vous-même vous êtes habité par les fantômes? On pourrait presque conclure comme ça. Est-ce que soi-même on peut s'habiter par des fantômes? En plus, la maison que tu parles, c'est celle où il y a eu le projet de Bernaguet et Péju, qu'ils ont refait les ateliers. Ouais. Qui en plus c'est un projet qui parle de ça en fait. En plus, on fait une espèce de toile, de voile au-dessus de cette maison. Donc il y a eu un projet de réaménagement par des artistes
sur la synagogue de Delme, sur la partie de ces ateliers. Je vous invite à voir sur le site, c'est assez étonnant ce qu'ils ont fait. Eh bien, il reste à vous remercier et on peut se retrouver à côté, devant un verre, à la maréchalerie. Voilà. Merci. Merci.